Vous avez vu l'épisode 5 de House of the Dragon saison 1 et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage de l'épisode, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici Mordren. Aujourd'hui on fait un décryptage de l'épisode 5 de House of the Dragon. Il y a beaucoup de choses à dire, alors c'est parti. On va commencer par la première scène, c'est Daemon qui se trouve dans le Val d'Arryn, vraisemblablement. On voit un château, ce château c'est probablement Roche-Aurune. Roche-Aurune c'est le siège de la maison Royce, à l'est du Val d'Arryn, c'est l'ancien siège des rois de bronze, d'où l'armure de bronze et aussi le surnom que donne Daemon à Rhea, sa femme. Rappelons-le, il l'appelle quand même la garce de bronze. Bon, voilà, les deux personnages ne s'aiment pas spécialement et on le voit puisque il la rencontre. Elle est partie à la chasse avec son cheval, elle a décidé de repousser son cousin qui lui proposait d'aller chasser avec elle. Bon, on sent que c'est une femme un petit peu brusque, un petit peu rude, brute de décoffrage si l'on peut dire, et elle se trouve qu'elle rencontre Daemon, et Daemon, bon, a des petites envies, on va dire, meurtrières si l'on peut dire. Avant ça, on a quand même la confirmation que leur mariage n'a jamais été consommé, et bon, Daemon décide de mettre en scène un accident de chasse, même si pour le coup, Rhea est connue comme étant une très bonne chasseuse et une très bonne cavalière. Bon, il décide de mettre en scène sa mort, voilà, écrasée sous son cheval. Bon, il se trouve que avant qu'elle décède, il partage un petit peu une scène de dialogue et Rhea fait référence au fait qu'il n'est pas capable de finir. Alors évidemment, c'est une référence au fait qu'il allait plutôt la laisser mourir sans terminer le travail. C'est aussi une référence au fait que, comme on l'a vu dans plusieurs épisodes précédemment, Daemon au lit a du mal également à terminer ses affaires. Là-dessus, il prend une pierre et va probablement terminer le travail, comme on dit. Bon, un petit peu plus tard, il se trouve que Gerald Royce, le cousin qu'on avait vu de Rhea Royce, se trouve au mariage de Rhaenyra et de Laenor et va demander justice à Viserys, ou plutôt va porter des accusations auprès de Viserys. Il se trouve qu'il n'avait pas spécialement prévu que Daemon soit sur place, mais il en profite pour lui en parler de vive voix, et là-dessus, Daemon, en agent du chaos que l'on connaît maintenant depuis 5 épisodes, lui dit « Ça tombe bien que vous soyez là, puisque en fait, j'ai complètement l'intention de réclamer l'héritage de Rhea, puisqu'on n'a jamais eu d'enfant, donc je vais demander à Lady Jane de me donner Roche-Aurune en héritage. » Pour information, Lady Jane, c'est la dame d'Arryn, la dame du Val d'Arryn, c'est elle qui contrôle la zone, et elle est située aux Airiers, qui est un château très luxueux de cette période et de cette zone, et c'est elle qui tranchera l'affaire de la succession. C'est l'heure pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, ça me ferait très plaisir que vous laissiez un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça aide évidemment cette vidéo dans l'algorithme de YouTube, et puis si vous appréciez mon travail sur House of the Dragon, la série, les Anneaux de Pouvoir ou la pop culture en général, eh bien abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, et puis activez la petite cloche. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. On va évidemment passer au gros morceau de cet épisode 5, c'est le mariage organisé entre Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon. On va rappeler quand même, toutes choses égales par ailleurs, que ces deux parties sont cousins, voilà, l'inceste, la consanguinité dans ces maisons est tout à fait, entre guillemets, acceptée pour les Targaryens et pour les Velaryon. Bon, voilà, on va passer outre ça, mais c'est vrai que pour nous, ça fait toujours un petit peu étrange. À ce sujet, on voit Viserys faire le voyage de Port-Réal jusqu'à Lamarque et Marée Haute pour demander en réalité la main de Laenor Velaryon. On le voit quand même, le roi est dans le mal absolu. Rhaenys le dit, il y a quand même une certaine indignité pour un roi d'aller mendier, d'aller quémander la main de quelqu'un pour sa fille et héritière, et Corlys joue vraiment là-dessus. Il va tout simplement pas accueillir le roi à l'entrée de son château, ce qui est quand même la moindre des choses. C'est sa fille, Laena, qui vient l'accueillir, alors que Laenor est en train de s'entraîner avec son favori, Joffrey Longbec, dont on parlera tout à l'heure. Je l'ai dit, le château de Corlys, c'est Marée Haute, alors ça ressemble vraiment au Mont Saint-Michel que l'on peut voir dans ce plan d'exposition. C'est un château qui a été édifié par Corlys Velaryon lui-même pour mettre en place son trône de bois flotté.
Et pour la petite information, les pierres qu'il a utilisées pour construire Marée Haute sont les mêmes pierres qu'on voit utilisées dans le château des Eyriers, dans le Val d'Arin. Je vous le disais, ça ressemble vraiment au Mont-Saint-Michel. Pourquoi ? Parce que quand la mer est à marée haute, le château n'est relié à l'île de la Marque que par une chaussée. Et pour la petite histoire, dans les couloirs de marée haute, on voit Viserys qui voit les tableaux des voyages de Corlys Velaryon. C'est une référence au fait que le serpent de mer a beaucoup voyagé, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est si riche. Corlys Velaryon est en position de force, il en profite pour faire des tractations auprès du roi, histoire de dire j'aimerais bien quand même que les enfants de Laenor et Rhaenyra soient nommés Velaryon. Alors là-dessus, évidemment, Viserys ne peut absolument pas s'accorder sur la question, puisque ça voudrait dire que à la mort de Viserys et à la mort de Rhaenyra, la dynastie Targaryen serait éteinte. Alors ce qu'il lui propose en compromis, parce que Viserys est un roi de compromis, on l'a vu depuis le début de la saison, il lui propose que ils naissent Velaryon et quand ils monteront sur le trône, ils prennent le nom de Rhaenyra, à savoir Targaryen. Donc la dynastie Targaryen serait perpétuée. Je le disais, Viserys est vraiment dans le mal de plus en plus, avec cet épisode 5, il tousse beaucoup tout au long de l'épisode. On le voit dans cette séquence où on a Alicent en haut des remparts qui regarde un petit peu dans la cour, et à ce moment-là, on a Viserys qui sort de la calèche royale et qui chute, qui a besoin d'être aidé par le reste de sa cour. En plus de ça, on a les maîtres qui sont censés s'occuper de lui, c'est des sortes de médecins, les grands savants de l'époque sont aussi les médecins du roi. On a d'un côté le grand maître Mélos qui insiste sur ses traitements habituels, et de l'autre on a l'archimestre Orwyle qui dit j'aimerais bien tester ce traitement-là, peut-être que ça pourrait mieux aider le roi, et le grand maître lui dit non, ça a toujours bien marché comme ça, on va continuer comme ça. Pour la petite histoire, l'archimestre Orwyle est une des grandes sources qui est citée dans Feu et Sang, puisque je le rappelle, Feu et Sang c'est un bouquin qui n'est pas un roman, c'est une espèce de chronique historique dans laquelle un maître essaie de réaliser l'histoire définitive de la dynastie Targaryen. Et ce faisant, il cite plusieurs sources, dont le maître Orwyle, qui a pas mal connu cette période-là. Il y a une discussion hyper intéressante entre Viserys et sa nouvelle main du roi, qui est Lionel Strong, Lionel Fort, donc qui a évidemment eu une belle promotion depuis le départ d'Otto Hightower. Il lui demande « Est-ce qu'on se souviendra de moi comme d'un bon roi ?» Et ça montre à quel point Viserys s'intéresse aussi à son héritage, au fait qu'il ait marqué la culture de Westeros, et ça prouve aussi à quel point ses choix parfois sont faits de telle sorte à ce que son héritage soit préservé. Il est en train d'expliquer à Lionel Strong qu'il regrette finalement de ne pas avoir été mis à l'épreuve par une guerre, par des conflits, tout ça pour dire grosso modo que dans le conflit peut-être qu'il aurait été forgé un autre homme et qu'il aurait été un roi plus fort, plus puissant. Durant le banquet d'accueil des convives, on a Viserys qui saigne abondamment du nez, et puis un petit peu plus tard, lors de l'échange des vœux entre Laenor et Rhaenyra, il s'effondre totalement. Alors on voit bien que Viserys est un petit peu sur la fin de sa vie, c'est exactement ce que dit Otto Hightower à Alicent un petit peu plus tôt dans cet épisode, on y reviendra. Sur cette histoire de mariage entre Rhaenyra et Laenor, il faut quand même parler de Laenor Velaryon, qui est l'autre partie qu'on connaît assez peu finalement depuis le début de cette saison. En réalité, on nous explique que Laenor Velaryon, il n'est pas spécialement intéressé par les filles. Oui, parce que Laenor, en réalité, est homosexuel. Et alors, même si son père pense que ça va lui passer, parce qu'il est jeune, c'est une erreur de jeunesse, mais voilà, évidemment, bon, le plaisir féminin va l'attirer au bout d'un moment. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mon coco, mais bon, ça nous montre en tout cas que Laenor a des choses à cacher, et Rhaenyra est au courant. Alors, si Rhaenyra est au courant, peut-être que le reste de la cour est au courant, mais en tout cas, Laenor essaie de cacher le fait qu'il est amoureux d'hommes, qu'il aime les hommes, et à l'heure actuelle, son favori c'est Joffrey Lonbec. Joffrey Lonbec, qui est parfois appelé le chevalier des baisers, je vais essayer d'expliquer pourquoi tout à l'heure. Il faut savoir que la maison Lonbec, c'est une maison noble des terres de l'orage, qui est vassale de la maison Baratheon, et on appelle Joffrey Lonbec le chevalier des baisers, pourquoi ? Parce que sur les armoiries de la maison Lonbec, il y a notamment des lèvres rouges sur champ jaune, et des crânes jaunes sur champ noir. On a cette scène hyper intéressante entre les deux promis sur la plage, Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon de l'autre côté, qui s'explique grosso modo que lui il a essayé de s'habituer un petit peu au plaisir féminin, et que c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est pas trop son truc. De l'autre côté, on a Rhaenyra qui
explique exactement ce que Daemon, son oncle, lui a expliqué dans les 2 précédents épisodes, qui lui dit grosso modo, en fait, le mariage c'est un arrangement politique, ce qu'on va faire, on va tenir nos devoirs par rapport à nos pères et par rapport à la couronne, c'est-à-dire qu'on va produire des enfants, mais ensuite, une fois que ces devoirs seront remplis, en réalité on fera ce qu'on veut. Sous-entendu, Laenor pourra coucher avec des hommes s'il en a envie, et Rhaenyra pourra coucher avec d'autres personnes si elle en a envie. Donc, il y a une espèce de répétition de la part de Rhaenyra de ce que lui a dit son oncle, en mode, en fait, si Daemon l'a dit et si Daemon le fait, moi aussi je peux le faire. Ce qui est probablement une erreur, puisqu'on l'a vu et on l'a répété tout au long du début de cette série, c'est que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, histoire de dire, t'as envie de faire ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais il y aura des conséquences. Donc, peut-être que ce qu'elle est en train de proposer à Laenor va lui retomber sur le coin du museau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Geoffrey Lombec s'intéresse beaucoup à qui est l'amant de Rhaenyra, et je pense que c'est le moment de parler de Criston Cole dans cet épisode, puisque lui aussi a une trajectoire extrêmement intéressante dans cet épisode 5. Sur le chemin du retour, au moment où Rhaenyra est désormais promise à Laenor Velaryon, Criston Cole joue son va-tout un petit peu. Il lui propose: est-ce que vous n'avez pas spécialement envisagé une autre solution qui serait de quitter tout ça, et de partir avec moi, de fuir en Essos, et de nous marier? Alors on sent bien évidemment que chez Criston Cole il y a de l'amour pour Rhaenyra, et lui il rêve un petit peu de récupérer son honneur, puisqu'on le rappelle, il a bafoué son serment de chasteté avec Rhaenyra. On ne sait pas s'ils continuent à coucher ensemble d'ailleurs, ces 2 personnages, mais en tout cas ce qui se passe c'est que Criston Cole lui aimerait récupérer une partie de son honneur en partant et en se mariant avec la femme qu'il a déflorée, et qui du coup lui a fait briser son serment de chasteté. De l'autre côté, on a Rhaenyra qui, elle, propose que rien ne change, et alors ça blesse énormément Criston Cole qui lui dit « mais en fait, vous voulez que je sois votre catin, quoi, en fait, c'est ça l'idée ». Dans cette scène, on voit bien que Rhaenyra a le regard très triste, et elle finit par faire un choix. Elle fait le choix de respecter le devoir qu'elle a envers la couronne et envers son père, plutôt que de faire le choix du cœur. Elle lui dit « c'est moi la couronne, et le trône de fer est plus grand que nous tous, plus grand que moi, et donc que son devoir est plus grand que son envie d'amour en réalité avec Criston Cole ». Donc là évidemment on assiste à une rupture qui va probablement être très difficile à vivre, particulièrement pour Criston Cole, puisque lui espérait quelque chose, et finalement ses rêves ont été brisés par la femme qu'il aime. Avant le dîner d'accueil à Port-Réal dans la salle du trône, on a l'arrivée de la flotte Velaryon qui est massive à Port-Réal, histoire de nous dire, les Velaryon, on parle de leur flotte depuis le début de la série, oui, elle est importante. Et en plus de ça, on les voit arriver avec 2 dragons. Alors comme je le disais dans mon décryptage du trailer de l'épisode 5, on a effectivement 2 dragons. Alors ici, il s'agit de Sea Smoke d'un côté, alias Fumée des Mers, MERS, et Meleys, qui est la dragonne de Rhaenys Targaryen. Donc Sea Smoke c'est le dragon de Laenor Velaryon, et Meleys du coup c'est le dragon de sa mère Rhaenys. Meleys, pour rappel, c'est la Reine Rouge, c'est une dragonne qui a été montée par Alyssa Targaryen, qui est la 2e fille de Jaehaerys Ier, qui est donc la mère de Viserys pour rappel, et c'est ensuite Rhaenys qui est devenue la dragonnière de Meleys. Dans les descriptions de Feu et Sang, on nous explique que Meleys a les écailles écarlates, les membranes des ailes roses, la crête, les cornes et les griffes cuivrées. Il y a un petit bout de dialogue qui m'a beaucoup intéressé entre Rhaenys et Corlys. Corlys qui dit que la maison Velaryon a l'intégralité ou la quasi-intégralité de la flotte du royaume, ce qui est à peu près le cas, et aussi la moitié des dragons du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque à l'heure actuelle, on a vu donc 2 dragons Velaryon, on a vu Meleys d'un côté, et on a vu Sea Smoke de l'autre. Donc ce qui voudrait dire que si c'est 2 c'est la moitié, ça veut dire que la totalité des dragons du royaume, il y en aurait que 4. Donc Syrax, la dragonne de Rhaenyra, et Caraxès, le dragon de Daemon. Alors, pour avoir lu Feu et Sang, effectivement, il y a beaucoup plus de dragons que ça. Est-ce que Corlys, là, est en réalité en train de parler des dragons qui ont des dragonniers à l'heure actuelle, à l'instant T de cet épisode 5 ? C'est possible. En tout cas, ça pourrait matcher, mais ce qui est certain, c'est qu'on va voir beaucoup plus de dragons dans cette série, et puis voilà, quasiment l'intégralité des dragons dont on connaît l'existence et dont on connaît les noms à Westeros et écrits par George R.R. Martin sont dans cette période-là, donc il est probable que, rassurez-vous, il y ait beaucoup plus que 4 dragons dans cette série, ne vous inquiétez pas.
D'ailleurs, pour rappel, on attend toujours de voir Vhagar qui est une dragonne à qui on fait référence depuis quelque temps et qu'on n'a toujours pas vu dans cette saison 1. Il est probable qu'on la voit au moins quelque part dans cette saison 1 puisqu'on en parle beaucoup. Mais visiblement Corlys ne la compte pas dans son décompte, tout simplement parce que Vhagar, peut-être, à l'heure actuelle, n'a juste pas de dragonnier connu. Je reviens à cette histoire de mariage, on a le dîner d'accueil, qui sont en réalité les fiançailles entre Laenor et Rhaenyra, qui sont organisées dans la salle du trône de Port-Réal. On voit évidemment le cortège des Lannister arriver, et Jason Lannister, qui rend hommage évidemment à Viserys et à Rhaenyra. On rappelle que Jason Lannister était un des prétendants de Rhaenyra, qu'elle a décidé de repousser, et il se trouve que quand il arrive sur l'estrade, elle lève les yeux au ciel, et lui-même fait une jolie petite blague sexiste, juste pour la petite, histoire d'eux, et bon, on comprend évidemment que Rhaenyra déteste ce personnage. À l'arrivée des Velaryon dans la salle du trône, on voit d'ailleurs que Joffrey Lonbec est juste derrière Laenor Velaryon, histoire de dire, il y a quand même un lien très fort entre ces deux personnages. Comme à son habitude en tant qu'agent du chaos, on a Daemon Targaryen qui arrive sans être invité à la fête des fiançailles de sa nièce. On voit d'ailleurs des regards insistants entre eux, on voit Rhaenyra qui regarde Daemon, on voit Daemon qui regarde Rhaenyra. Dans toute cette séquence du dîner d'ailleurs, tout est fait en regard fuyant, en regard insistant. Tout le monde se regarde les uns les autres, on voit que c'est quelque chose de très important. On a Criston Cole qui regarde Rhaenyra, on a Joffrey qui regarde Criston Cole, on a Joffrey qui regarde Laenor, on a Rhaenys, Corlys, Viserys qui regarde les promis, qui regarde Daemon. Tout est vraiment très très intéressant à décrypter dans les jeux de regards qui sont utilisés et mis en scène dans toute cette séquence. On a Daemon d'ailleurs qui va voir et va parler à Rhaenyra en haut valyrien, histoire que personne comprenne à peu près ce qu'ils disent, et qui lui dit très clairement ce mariage ne te convient pas, Laenor va t'ennuyer, et Rhaenyra lui dit qu'est-ce que t'attends en fait, prends-moi, massacre la garde royale et marions-nous à Dragonstone. Je sais pas ce qui se passe entre Rhaenyra et Daemon, mais il y a vraiment une histoire de Rhaenyra qui essaie de pousser peut-être un petit peu dans ses retranchements son oncle, histoire de dire de quoi es-tu vraiment capable en fait. Je trouve ça hyper intéressant dans la dynamique des personnages. C'est pas la première fois que Rhaenyra essaie de le pousser comme ça. Quand ils s'étaient rencontrés sur le pont vers Dragonstone dans l'épisode 2, on avait déjà Rhaenyra qui disait vas-y en fait, tue-moi si tu veux vraiment être l'héritier du trône. On note aussi quelques dialogues partagés entre Daemon Targaryen d'un côté et Laena Velaryon de l'autre, donc qui est la fille de Corlys Velaryon et de Rhaenys Targaryen, la sœur de Laenor Velaryon qui est en train de se marier. Elle lui dit « Vous devez être le rêve de toutes les jeunes femmes » et lui répond « C'est parce que vous ne me connaissez pas encore ». Elle ensuite répond « On devrait peut-être remédier à cela ». Alors évidemment, ça nous montre que les deux personnages ont une attirance l'un envers l'autre. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite de la série? Ça, c'est une question à laquelle répondra probablement les prochains épisodes. Je notais ces histoires de jeux de regard, je note aussi que durant la scène de danse, où on a d'abord évidemment Laenor et Rhaenyra qui dansent ensemble seuls, et ensuite on a la cour qui commence à danser autour d'eux, et j'ai remarqué notamment la présence très proche de Harwin Strong aux côtés de Rhaenyra Targaryen. Il est jamais vraiment très loin dans toute cette séquence, ils dansent ensemble, et puis ensuite, au moment où il y a ce mouvement de foule qui est causé par la bagarre entre Criston Cole et Joffrey, on a Harwin Strong qui va sauver lui-même Rhaenyra Targaryen sur ordre de son père, la main du roi. Justement, cette bagarre, j'y viens, juste avant ça, on a Joffrey qui va voir Criston Cole et qui semble avoir détecté le fait que Criston Cole est effectivement l'amant de Rhaenyra. Il va lui dire, grosso modo, nous devrions les protéger, donc Laenor et Rhaenyra, parce que s'ils sont en sécurité, ça veut dire que nous aussi. Il insinue aussi le fait que c'est possible pour lui de faire du chantage à Criston Cole et à Rhaenyra, puisqu'ils connaissent leurs secrets. Et c'est juste après ça que Criston Cole décide de le battre à mort. Alors est-ce que Criston Cole a une vraie raison pour faire ça? Est-ce qu'il peut invoquer une vraie raison auprès de la garde royale pour expliquer son geste, parce qu'il a quand même tué quelqu'un durant les fiançailles de l'héritière? C'est une question qu'on peut se poser tout simplement parce que on ne voit pas le début de la bagarre entre les deux hommes. Est-ce que il a une vraie raison d'agir de cette manière, ou est-ce qu'en réalité il va un petit peu en indépendant et se lance un petit peu dans la bataille
Versailles pour une raison annexe. On pourrait se poser la question d'ailleurs de si il va pas tuer Joffrey, parce qu'il pense que c'est le seul qui est au courant pour lui et Rhaenyra. Est-ce que quelque part, il va pas le tuer juste dans l'idée de protéger Rhaenyra, puisqu'on le verra un petit peu plus tard, il a décidé de se suicider, peut-être pour emmener son secret dans la tombe, mais il a déjà partagé ce secret avant avec Alicent, et on en parlera à la fin de ce décryptage. Est-ce que c'était tout simplement un coup de colère aussi de la part de Criston Cole ? C'est une question qui est en suspens. Je note quand même que dans Feu et Sang, Joffrey Lombec ne meurt pas comme ça. En réalité, il y a un tournoi qui est donné en l'honneur du mariage de Rhaenyra et de Laenor, et durant ce tournoi, on a dans la lice Criston Cole versus Joffrey Lombec, et Criston Cole le frappe avec son étoile du matin au niveau du casque, le casque se brise, et 6 jours d'agonie plus tard, on a Joffrey Lombec qui meurt, et il se trouve que pendant ces 6 jours d'agonie, Laenor est restée l'intégralité de ces 6 jours d'agonie à son chevet. Donc ici, évidemment, on condense un petit peu les événements, et il ne me semble pas que dans Feu et Sang, il y ait une bagarre et une mort durant les fiançailles de Rhaenyra et Laenor. D'ailleurs, ce dîner était censé fêter simplement les fiançailles, et on aurait eu 7 jours plus tard le véritable mariage, et en réalité, à la fin de l'épisode, on assiste vraiment au mariage de Laenor et Rhaenyra, puisqu'on a le grand septon qui vient sur place pour les marier dans la salle du trône, dans cette salle du trône où on n'a même pas pris la peine de nettoyer le sang de Joffrey qui est toujours à terre. Et évidemment, on a un rat, le symbole que l'on voit depuis l'épisode précédent, qui se repaît de ce sang. Voilà, les symboles, évidemment, dans cette série sont toujours aussi nombreux. Évidemment, le mauvais présage, le fait qu'il y ait eu une mort en pleine salle du trône pendant le mariage de Rhaenyra, a évidemment une signification très particulière, c'est certain. Durant cette scène de l'échange des vœux, on a d'ailleurs Laenor qui est blessé, il se tient au niveau du nez, il est très clairement en train de regarder ses chaussures. On a pareil Rhaenyra qui a vraiment la lumière dans ses yeux qui s'est un petit peu éteinte, elle a l'air vraiment triste. C'est un moyen de nous dire que ce mariage, il sera peut-être pas forcément très heureux, puisque on le voit, Rhaenyra se dirige vers Laenor pour l'embrasser, et lui tend la joue plutôt que les lèvres. Bon, ça montre bien effectivement ce qui se passe entre ces deux personnages. J'ai effectivement beaucoup parlé de ce mariage dans l'épisode 5, puisque c'est le point focal de cet épisode, mais il y a aussi 2 personnages qui gravitent autour de ça, qui me semblent très importants à noter. Le premier, c'est Larys Strong, Larys Fort, le 2e fils de Lionel Strong et le frère de Harwin, qui semble véritablement prendre un petit peu de puissance dans cet épisode 5, après qu'on l'ait vu dans les épisodes précédents. Il va retrouver Alicent près du Barral et va lui parler un petit peu, il lui dit que c'est un jour sombre pour le royaume puisque Otto est parti. Il va lui dire également que peut-être a-t-elle besoin d'un allié désormais, il se propose un petit peu comme ami et allié de la reine Alicent Hightower. Voilà, il se place un petit peu, il place ses pions. Il va lui dire également que Rhaenyra est malade. Alors évidemment, Alicent est surprise puisque Rhaenyra vient juste de partir en voyage avec son père à la Marque. Elle avait pas spécialement eu vent de tout ça. Et Larys la renseigne en fait sur le fait que le grand maître Mélos a été mobilisé lui-même. Évidemment, Alicent se met à réfléchir et commence à connecter les points et se dit « Attends, il est en train de me dire ce qu'il est en train de me dire ou je suis en train d'inventer ?» Et c'est rigolo parce que on voit Larys qui insiste un tout petit peu, mais subtilement il lui dit « Ah bah d'accord, si tout va bien alors, j'ai cru que c'était très grave parce que le grand maître Mélos s'en chargeait, mais voilà, si tout va bien alors je m'en réjouis. » On sent, le potentiel de Littlefinger-like de Larys qui vient de lui dire, grosso modo, attention à Rhaenyra quand même, elle te cache des choses. Et là-dessus, on commence un petit peu à créer le changement, la transformation d'Alicent, j'y reviendrai juste après. Et là-dessus, pour moi, c'est en réalité Larys qui commence à planter les graines de la dissension entre elle et Rhaenyra, et Alicent véritablement commence une espèce de transformation du début de l'épisode 5 jusqu'à la fin de l'épisode 5. Pour moi, Alicent est véritablement en train d'effectuer une transformation hyper intéressante et hyper importante à mon avis pour la suite de la série. En effet, la trajectoire d'Alicent est très intéressante dans cet épisode 5. Pourquoi ? Parce que au début, on a Alicent qui est en larmes au moment où Otto Hightower quitte Port-Réal, probablement pour Ville-Vieille. Elle lui dit qu'elle veut qu'il reste, et elle lui en veut également d'avoir tant poussé pour que Aegon soit héritier à la place de Rhaenyra. Elle lui dit que s'il n'avait pas tant poussé, il serait toujours main du roi, et il serait toujours à ses côtés. C'est là-dessus qu'Otto la ramène à la réalité. Il lui dit que si Rhaenyra devient héritière, il y aura une guerre, et
elle devra la tuer elle et ses enfants. Donc c'est pas la première fois qu'il lui dit, mais là c'est la première fois qu'il lui dit avec autant de force. Il lui dit soit tu prépares Aegon, soit tu t'accroches à Rhaenyra et tu pries qu'elle ait pitié. Il insiste là-dessus, il lui dit tu n'es pas sotte mais tu choisis de ne pas voir. Et ça c'est hyper intéressant parce que Otto Hightower est un grand stratège, comme on l'a vu depuis le début de la série, et lui voit les choses que Alicent ne voit pas, et il insiste vraiment là-dessus pour lui ouvrir les yeux. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui va se passer dans cet épisode 5, on le voit, Alicent va ouvrir les yeux sur quelque chose au moment de cette première scène qu'elle partage avec Criston Cole. C'est d'ailleurs la première fois de mémoire qu'on les voit seuls tous les deux dans une scène, et c'est aussi la première fois que Criston Cole n'est pas associé à Rhaenyra dans une scène. À la base, Alicent veut simplement savoir ce que Criston Cole sait sur cette fameuse soirée où Rhaenyra serait allée dans un bordel avec Daemon, et en réalité, Criston Cole va tout déballer et juste lui dire bah oui, en fait, j'ai couché avec la princesse, je l'ai déflorée, je suis déshonoré, s'il vous plaît, soyez clémente et faites-moi exécuter. Et là, il y a quelque chose d'hyper intéressant qui se passe, je pense qu'il y a un vrai déclic pour Alicent, on la voit tourner le dos à Criston Cole, ravaler ses larmes, ce qu'elle n'avait pas su faire face à son père, parti vers Villevieille. Elle se cache au moment où elle est la plus faible dans cette scène, et quand elle se retourne vers Criston Cole, elle a pris sa décision. Criston Cole ne sera pas exécuté, et mieux, son secret va rester en elle. Là, on peut se demander évidemment si Alicent n'est pas en train de créer une dynamique nouvelle entre elle et Criston Cole. Elle va probablement se le garder sous le coude, histoire de dire, voilà, je connais ton secret, sois fidèle à moi, et ça ira mieux. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une espèce de vengeance quand elle arrive toute vêtue de vert et coupe complètement le discours de son mari, le roi Viserys, bon, qui n'apprécie pas du tout, d'ailleurs, le geste, et on voit effectivement ensuite Larys qui parle avec son frère, et qui dit « Tu sais comment brille le feu de Hightower quand la maison appelle ses bannerets ?» Eh ben, ça brille vert. Et effectivement, dans le lore de Westeros, c'est exactement ça qui se passe. Alors, voilà, on le sait, depuis le début de la série adore faire des symboles, adore faire des métaphores. Il est probable que le choix de la robe verte ne soit pas du tout à fait fortuit. D'ailleurs, quand elle arrive à table et qu'elle parle à Rhaenyra, elle lui dit « Félicitations, belle fille ». Elle lui parle pas en tant qu'amie, elle lui parle désormais en tant que reine, elle lui parle en tant que belle-mère. Ça met forcément une distanciation entre les deux personnages, et ça montre bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre Alicent et Rhaenyra, et probablement c'est un point de non-retour, puisque Rhaenyra, on le rappelle, a décidé de mentir à Alicent dans l'épisode précédent. Et désormais Alicent est au courant, et donc quelque chose, évidemment, dans la dynamique de ces personnages, c'est complètement inversé. Donc je vous l'ai dit, il y a évidemment cette symbolique de la couleur vert, qui appelle les bannerets à Hightower. On a aussi Hobart Hightower, qui est donc le seigneur de Villevieille, le seigneur Hightower qui veille sur Villevieille. Villevieille, pour rappel, c'est une des plus grandes villes et une des plus vieilles villes de Westeros. Elle a été construite par les premiers hommes. Et d'ailleurs, elle est construite autour de Hightower, le siège de la maison qui porte son nom, qui se trouve dans le port de Villevieille et dont la flamme peut changer de couleur. Si elle est verte, les bannerets sont appelés. Villevieille, c'est aussi le siège de la citadelle qui est garante de la formation des maîtres. On a aussi ce dialogue entre Hobart Hightower et Alicent, Hobart qui est le seigneur de la maison Hightower et qui vient lui dire « La maison et Villevieille vous soutient », histoire de dire voilà, on a une espèce de première vague de soutien, comme si on était déjà entré dans une espèce de conflit interne à Westeros, histoire de dire « T'inquiète pas, on sera là pour t'aider ». Je vais terminer sur cette deuxième scène que partagent Criston Cole et Alicent Hightower. Criston Cole qui est à nouveau sous le barral et qui décide qu'il va se suicider après avoir tué Joffrey Longbec. Voilà, est-ce que il essaie d'emmener son secret dans la tombe, le secret de Rhaenyra, le secret de son déshonneur? Peut-être pas, puisqu'il l'a déjà dit à Alicent, et Alicent lui a dit « Non, tu ne seras pas exécuté ». Elle le dissuade de se suicider, tout simplement, et ça c'est intéressant parce que ça montre encore une fois l'importance de cette relation entre ces deux personnages, qui pour l'instant est véritablement naissante, mais est déjà extrêmement forte, puisque bon, empêcher quelqu'un de se suicider, c'est forcément, ça crée un lien, l'air de rien, et encore une fois, elle l'épargne. Dans la première scène, elle décide de l'épargner en tant que reine, elle décide de ne pas utiliser son pouvoir de punition, et dans la deuxième scène, elle l'épargne cette fois contre son pouvoir à lui d'ôter sa vie. Et on se demande d'ailleurs si elle l'épargne pas parce qu'il pourrait servir pour plus tard. Mais ça c'est intéressant, est-ce que ce choix de l'épargner est simplement une façon pour elle de dire « je suis clémente »
ou est-ce que c'est une manière pour elle de créer un nouveau bon petit soldat qui est censé être proche de Rhaenyra? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser, et on a du coup, du début à la fin de cet épisode, je pense, une vraie transformation de Alicent en stratège à mon sens. On a d'abord la jeune fille apeurée, puis la jeune femme qui commence à peut-être réfléchir stratégiquement, et enfin on a le symbole de cette reine qui s'assume face au roi, face au seigneur, face à Rhaenyra, et qui crée peut-être un nouveau soldat qui va lui servir plus tard. Très intéressant en tout cas la trajectoire d'Alicent dans cet épisode 5, et je suis très curieux de voir la suite de la série, notamment autour de ce personnage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 5 de House of the Dragon saison 1, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce en l'air, le commentaire, vous le savez, ça aide vraiment la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et puis si vous appréciez mon travail sur la série House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir ou sur la pop culture en général, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut à tous.